Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un cours sur les fractures. Donc je ne sais pas, malheureusement, j'ignore quand est-ce que le pays va pouvoir être à nouveau fonctionnel. Donc je vous donne un cours sur les généralités. Donc c'est le premier cours sur les fractures. Bon, j'ai un petit peu actualisé l'ancien cours que j'avais. Et ce cours-là, il peut être utilisé par les internes qui sont au service d'orthopédie et par aussi mes élèves de quatrième année qui suivent ce cours. Donc aujourd'hui, on va voir les fractures. J'espère pour tout le monde que vous allez pouvoir participer maintenant ou plus tard. Alors, on voit les fractures. Le plan, on va d'abord voir la définition d'une fracture, ensuite le mécanisme, la consolidation. C'est simplement pour aujourd'hui. Plus tard, on verra les complications, les lésions des tissus mous, parce que, en fin de compte, une fracture, il ne faut pas oublier que c'est un os qui est entouré de tissus mous. Ensuite, on parlera des complications et on finira avec les traitements. Mais aujourd'hui, c'est surtout, on va voir les définitions des fractures, mécanisme des fractures et comment est-ce qu'une fracture va consolider. Définition. Alors, la définition, elle est compliquée. Moi, j'adore cette définition. On dit qu'en traumatologie, une fracture est une solution de continuité dans l'os. Alors moi, ça m'embêtait toujours lorsque j'entendais ce truc-là, solution de... Mais qu'est-ce que ça veut bien dire, solution de continuité? Alors j'ai cherché pour vous, ouais, c'est magnifique quand on a Internet, et on voit ainsi que le terme de solution de continuité signifie rupture, interruption qui se présente dans la continuité de quelque chose de concret ou d'abstrait. Ok, donc il n'y a pas de continuité dans l'os. C'est pour ça que l'os a une solution pour sa continuité. Ça veut dire que l'os est rompu. Et c'est moi ce que j'ai aimé, c'est qu'on te dit que c'est une expression qui est prise à l'envers. Et par exemple, ça va être utilisé au Moyen-Âge, quand on parlait d'une solution de mariage, ça veut dire que bon, le mariage, ça marche pas, il faut une solution. Donc, on parlait à ce moment-là de divorce. Donc, solution de continuité, ça veut dire que l'os, ok, trouve une solution pour sa continuité. Parce que justement, il a une discontinuité au niveau du trauma. Donc, maintenant, vous savez ce que ça veut dire, solution de continuité. Mécanisme. Alors le mécanisme, c'est pas aussi compliqué, mais là-dedans, nous allons voir une question de choc, on va avoir une question de vélocité, de lésion, d'impact. Waouh, c'est un tas de choses, mais il faut bien comprendre cette notion de choc parce que c'est le mécanisme d'une fracture. Parce que en fin de compte, si vous avez une fracture, ok, il faut qu'il y ait un choc. Et dans ce cas-là, je ne parle pas du choc que l'on retrouve en médecine où c'est cette histoire où la tension chute, le pouls devient filant. Non. Je parle de choc et je vous donne la définition de ce choc. Donc c'est un heurt plus ou moins brutal de deux ou plusieurs corps animés ou inanimés. Parce que en fin de compte, il faut que il y ait un déplacement et que le déplacement, donc on appelle encore ça un mobile, et que le mobile vienne heurter, qui est donc un impact. Ok? Et ça peut être quelque chose qui vient vous frapper, par exemple un coup de bâton, un coup de pied, un coup de poing, mais ça peut être aussi vous-même, votre corps, votre organisme qui se projette et qui va heurter un mur. Ou encore vous êtes dans votre voiture rentre dans un poteau, une voiture. Donc ça, il faut la notion de choc. Et dans ça, il faut qu'il y ait une vitesse, parce que plus le mobile se déplace rapidement, et plus le choc sera violent. Ok? Donc, j'ai trouvé un truc. Dans la fracture, l'énergie cinétique est transformée en énergie potentielle et énergie mécanique. Ok? Et l'os lui-même va essayer de se déformer pour absorber le choc. Parce que l'os ne va pas pouvoir se déplacer
C'est comme quand vous avez deux boules de billard. Lorsque la première frappe la deuxième se déforme et se déplace. Donc elle n'a pas absorbé le choc. Maintenant, si la personne ne se déplace pas, donc l'os ne pourra pas transformer l'énergie qu'il reçoit, qui est une énergie cinétique, l'os ne pourra pas transformer cette énergie cinétique en une autre énergie cinétique pour se déplacer. Donc il doit absorber. Et si l'énergie qu'il absorbe, qui devient ainsi énergie potentielle ou énergie mécanique, devient plus forte que l'intégrité du stroma osseux, il va se briser. C'est ce qui arrive lorsque deux voitures se heurtent. Okay? L'énergie cinétique est transformée en énergie potentielle et mécanique et va déformer le capot de la voiture. Maintenant, là où le mobile va frapper l'os, okay? Si c'est là que nous trouvons la lésion, on va parler de choc direct. Et si la lésion se fait à part, on va parler de choc indirect. Si la lésion se fait plus loin. Okay? Maintenant, si le choc il est violent et il arrive sur un os qui est sain, on va parler de fracture traumatique. Mais des fois, par exemple, si vous avez des personnes âgées qui sont ostéoporosées, qui souffrent d'ostéoporose, okay? La personne, par exemple, tombant de son lit, elle peut se casser la hanche. Normalement, on ne se casse pas la hanche en tombant de son lit. Ou bien la personne marche et en marchant, elle se casse la cuisse. Donc cela arrive sur un os qui est fragilisé, un os qui est ostéoporotique, qui a une ostéoporose. Ça arrive aussi sur un os qui peut être un petit peu rongé. On va parler à ce moment-là d'ostéolyse, qui peut être rongé par une tumeur. Donc un moindre effort va casser l'os. L'os n'est pas bon, l'os est malade. On va parler à ce moment-là de fracture pathologique. Donc là, nous avons la notion de choc direct, de choc indirect, de fracture traumatique et de fracture pathologique. Là, j'ai trouvé des petites vidéos. J'espère qu'on va bien les voir. Et en regardant cette vidéo, vous allez me dire si c'est un choc direct ou si c'est un choc indirect. Attention, cœur sensible, s'abstenir. Est-ce que j'ai le son? Oui. Attends. Bon, alors c'est pas comme ça que ça devait se passer normalement. On dirait qu'on ne pourra pas voir ces vidéos-là. C'était censé se déclencher. Ok. Mexico City. Regardez bien ce qui va se passer. It's the quarterfinal match of the National Soccer Tournament. The field is damp from rain earlier in the day. But with the championship on the line, that won't stop the players from giving it their all. Midfielder Edgar Andrade rushes to intercept a shot on goal. But his sliding kick comes with a gruesome price. Ça a dû faire mal. Oh là là. Andrade deflects the ball into the stands, but his right cleat sticks Il a in pris the le soft pied. earth, buckling his leg underneath him. The Ow. excruciating mishap torques his foot a full Whoa, whoa, 90 whoa, whoa, degrees and leaves him wailing in agony. Là, nous avons quelqu'un qui a dû faire... C'est bien. Andrade is rushed to the hospital, suffering from a ruptured fibula. Donc là, nous avons quelqu'un qui a dû faire... qui a dû être apprécié par son orthopédiste. Donc, c'est un choc direct ou un choc indirect? D'après vous? En fin de compte, c'est un choc indirect parce que si vous avez bien vu, l'impact s'est fait au niveau du pied, ok? Mais il y a une retransmission des forces au niveau de la jambe et c'est la jambe qui a été cassée. Donc dans ce cas-là, nous avons une fracture par choc indirect. Là, c'est encore, attention, âme sensible, s'abstenir. Alright guys, we're going to do a Muay Thai demonstration of the low kick, okay, with Manny kick. So make sure you get in position.
one of the most effective ways, we're going to do this, get them right here. This is one of the most painful parts, right over here. If you get them right over here, it can do a lot of damage. Okay? So 1, 2, 3. Oh, shit! Et voilà, là, vous avez la notion de choc direct. Ok, bon, je ne crois pas que les orthopédistes eux-mêmes vont remettre les os à leur place comme ça. Bon. Et là, ça c'est encore, wow, ça c'est encore pire, c'est extraordinaire. Vous allez voir. An aerospace engineering major. Such an impressive young lady. Let's see how high she flies right here. Yep. Ooh. Les deux jambes à la fois. I think she may be hurt. It looked like that ankle came down very awkwardly, and she is obviously in some pain. Tough. Right here. Encore une qui a fait le bonheur des orthopédistes. Yep. Ooh. Right. Donc, d'après vous, choc direct ou bien choc indirect? En fin de compte, c'est un choc indirect parce que la zone d'impact est arrivée au niveau des pieds. Mais comme vous voyez, c'est au niveau des jambes, plus précisément pratiquement au niveau des genoux, qu'on a eu le traumatisme. Une fois que l'os est cassé, il faut qu'il y ait une consolidation. Ok? Alors, on va voir surtout les consolidations des fractures. Cause du retard de consolidation sera vue de préférence du côté des complications pour les fractures. Et l'accélération de la consolidation, ça va être vu dans les traitements. Donc, on commence avec la consolidation. Pourquoi l'os doit consolider? Ok, il doit se consolider pour qu'on puisse recommencer à utiliser l'os. Donc, nous avons une réponse tissulaire en cas de fracture. Et ensuite, on va analyser, on va faire une analyse, on va parler plutôt de la réponse tissulaire en cas de fracture. Et ensuite, on va continuer avec une analyse descriptive. Et puis, on parlera un petit peu des modifications vasculaires. Bon, modification vasculaire, c'est plus pour les orthopédistes, mais on va quand même en donner un petit topo. Alors, nous avons plusieurs tissus qui vont réagir, ok? Et la réponse tissulaire, nous avons différents tissus. Nous avons les tissus qui sont de la moelle osseuse, les tissus corticales, les tissus osseux, les corticales osseuses, et la réaction périostée qui est aidée des tissus qui l'environnent, c'est-à-dire les muscles, tout et tout. Ok? Et dans l'intensité de cette réponse, justement, ça dépend du temps, du segment osseux qui est concerné et surtout des conditions biomécaniques. Ok? Ça veut dire, est-ce que la fracture doit être, elle a été bien immobilisée? Si elle n'a pas été bien immobilisée, quel est le problème? Est-ce que c'est une fracture qui a été infectée? Est-ce que la néovasculaire? Bon, en fait, on va voir tout ça. Donc, pour avoir une bonne consolidation, ok, il faut comprendre d'abord, pour pouvoir aider le patient à avoir cette consolidation. Nous avons la réponse tissulaire, et parmi la réponse tissulaire, on va avoir la moelle osseuse. Donc, au niveau de la moelle osseuse, alors je tiens à préciser, la moelle osseuse, lorsque vous mangez, pour bon manger, et que vous regardez à l'intérieur de l'os, vous voyez une moelle. Mais c'est pas comme ça dans le vivant. La moelle osseuse, elle est liquide. Et une fois que la personne meurt, cette moelle va coaguler et ça va vous donner ce morceau plus ou moins mou et plus ou moins délicieux qu'on a doit aspirer ou bien sucer à l'intérieur de l'os. Ça, c'est une moelle qui est coagulée. Mais dans la réalité, la moelle, c'est plutôt quelque chose de vivant, de liquide. Et dans cette moelle osseuse, on va trouver des cellules ostéoprogénitrices. Ah bon, les cellules ostéoprogénitrices, c'est le dernier terme qu'on donne
pour des cellules qui sont compétentes, ostéocompétentes, qui ont conservé une certaine totipotence et qui peuvent se transformer en d'autres types de cellules. Et dans ce cas-là, ça va être des cellules osseuses. Donc, elles vont se différencier en ostéoblastes, ok, en 24 heures, et qui vont commencer à apposer une matrice osseuse, ok. Mais l'activité de la moelle semble peu influencée par les contraintes mécaniques locales. C'est-à-dire que ce soit bien immobilisé ou pas, ça ne va pas empêcher à cette moelle de transformer les cellules ostéoprogénitrices en ostéoblastes. Au niveau des bouts fracturaires, de la corticale osseuse elle-même, elle va être très dépendante aux conditions mécaniques. Okay? Elle va permettre d'avoir, l'os va se coller à l'os. Les deux extrémités vont se coller l'une à l'autre. Mais pour cela, il faut qu'il y ait d'abord, pour que les deux bouts osseux se collent, une bonne réduction, ce qu'on appelle une réduction anatomique. Ensuite, il faut qu'on mette en compression les fragments osseux et il faut pas que ça bouge. Donc, il faut avoir une stabilisation par fixation rigide. C'est ce qu'on aura lorsqu'on utilise comme implant la plaque vissée. Bon, on parlera de la plaque vissée un petit peu plus tard. Ensuite, ce qu'on voit le plus, c'est la réaction du périos. La réaction du périos elle-même, c'est une grosse réaction. Ça va nous donner un gros cal. Okay? Parce que la couche profonde du périos contient ah là. Bon là, j'ai mal écrit. C'est des cellules ostéoprogénitrices qui, elles, vont se transformer en chondrocytes. Quand vous voyez chondro, vous voyez de préférence cartilage. Donc, ça va former des cellules qui vont former du cartilage, chondrocytes, chondroblastes. OK? Et ceux-là vont, après ça, se transformer dans un ostéoblaste. Ça veut dire des cellules qui vont former de l'os. Dès qu'on voit c'est une cellule qui est ancienne et qui le plus souvent a perdu cette capacité de se multiplier. Dès qu'on voit le suffixe blast, ça veut dire que ce sont des cellules qui elles-mêmes ont conservé la possibilité de se multiplier. Ok? Donc, dans la réaction périostée, justement, le volume du cal osseux va dépendre étroitement des contraintes appliquées au foyer. Ok? Plus important, ce cal-là sera beaucoup plus important s'il y a des micro-mouvements, petite mobilité. Ok? Et ce cal périosté va diminuer et pratiquement, des fois, on a l'impression qu'il n'existe pas lorsque vous avez une fixation rigide. Par exemple, ce qui arrive lorsque dans la fixation, nous avons avec une plaque vissée. On a mis une plaque vissée. Alors maintenant, on va faire la description des différentes phases. OK? Et avec chaque phase, on va essayer d'imaginer quelle serait la clinique. Parce qu'en fin de compte, ce qui nous intéresse le plus, c'est de pouvoir reconnaître ces différentes phases. La première phase, c'est la phase donc inflammatoire. Ok, donc nous avons 4 phases. La phase inflammatoire, la formation du cal mou, la formation du cal dur et le remodelage. La phase inflammatoire maintenant. Alors, la phase inflammatoire, il faut se rappeler c'est quoi une inflammation. Et ne pas confondre les mots. Hein. Dans inflammation, on voit flamme. On ne voit pas enflure. Donc, dans une inflammation, l'inflammation se rappelle, c'est la réaction de l'organisme face à une agression. Et cette réaction est justement caractérisée par les 4 points cardinaux de l'inflammation, douleur, rougeur, augmentation de volume, qu'on sait dire tumeur, et avec, je crois que j'ai oublié le 4e, c'est douleur, rougeur, tumeur, chaleur. Ok? Donc, quand l'os se casse, il y a un tas de choses. Il faut que l'organisme se prépare pour réparer l'os. Donc, l'inflammation, ça permet, il y a une vasodilatation qui se fait. Donc, ça va apporter le sang, puis tous les nutriments que nous avons besoin pour réparer l'os. C'est à ça que sert l'inflammation. Mais, pardon. Allez, c'est ça les aléas du direct.
Donc je remercie la compagnie qui m'a donné cet internet qui coupe de temps en temps, c'est bien dommage. Donc je disais que cette inflammation aussi, ok, va irriter, va sensibiliser les récepteurs et envoyer, les récepteurs vont envoyer, récepteurs nerveux, ils vont envoyer un message disant attention, il y a danger, et ils se transforment ainsi en nocicepteurs. Mais cette inflammation aussi, si vous vous rappelez votre cours sur la douleur, elle va sensibiliser les nocicepteurs qui sont un petit peu à distance, et ainsi, là où nous avons cette fracture, il va y avoir une douleur. La douleur, c'est une réaction de défense. Parce que lorsque la personne s'est cassé le pied, on a vu, il ne faut pas qu'il bouge trop son pied. Ainsi, cette douleur va lui faire, j'ai dit le pied, j'aurais pu dire autre partie. Ainsi, la douleur va empêcher à la personne d'utiliser ce segment qui est cassé. Ok? Donc l'inflammation, ça permet de préparer le corps à la réparation osseuse. Ça va permettre toutes les cellules qui doivent apporter de l'énergie, les cellules qui doivent retirer tous les débris osseux que nous avons. Donc tout ça, c'est grâce à la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, elle dure 3 ou 4 jours. Ok? Donc elle va débuter, ensuite nous avons la partie, c'était la réaction inflammatoire comme je vais le dire, et ça va nettoyer l'hématome que l'on va retrouver lors de la réaction inflammatoire. Donc, je n'insiste pas, vous allez recevoir ce PowerPoint-là. Au niveau de la réaction inflammatoire, comme je l'ai dit, vous avez les nocicepteurs qui sont activés. Vous allez avoir des facteurs de croissance plaquettaire, ok, et de croissance osseuse qui vont permettre le recoudement puis la prolifération des cellules. Bon, en fait, quand ce slide répète ce que j'ai dit, j'ai un petit peu anticipé, mais vous allez pouvoir le lire sur le truc. Et à ce moment, nous avons une discussion. Faut-il ou ne faut-il pas donner d'anti-inflammatoires? Parce qu'ils vont réduire la réaction inflammatoire. Et ça, d'après certaines personnes, on pense que ça pourrait favoriser la pseudarthrose. Donc, discussion en cours. Ah. Maintenant, il faut deviner quelle sera la clinique. Ok? Comme on vient de le voir, la première chose que la personne va avoir, qui est la caractéristique justement, nous avons 2 cas qui seront la caractéristique de la fracture, c'est la douleur. On a vu pourquoi il y a une douleur. C'est un milieu qui a été agressé, donc il y aura une douleur. Mais en plus, vous allez avoir ce qu'on appelle une réduction de la fonction. Je préfère dire réduction de la fonction au lieu d'utiliser le fameux terme impotence fonctionnelle. Donc, vous devez savoir quelle partie du corps qui est cassée et savoir quelle est la fonction de ce corps. Exemple, si une personne a son bras qui est cassé, donc elle ne pourra pas faire l'abduction du bras, ok? Mais elle ne pourra pas aussi faire la flexion du coude, parce que pour faire la flexion du coude, ok, les os doivent tirer sur l'os, et si sur l'os, sur l'humérus, ok, pour fixer, pour pouvoir faire la flexion du coude, et ainsi la personne va avoir une douleur. Mais une personne qui a son bras cassé, elle peut faire la podosupination et elle peut bouger sa main et ses doigts. Donc c'est mieux de parler de réduction de la fonction que d'impotence fonctionnelle. Donc dans ce cas-là, on va retrouver la douleur et la réduction de la fonction. Après, la première phase qui est la phase initiale, on aura la formation du caillot, la réaction inflammatoire, tout et tout. Maintenant, le cal va être englué. On va avoir ce qu'on appelle un cal mou. Ok, surtout du côté du périos, parce que la face profonde du périos contient justement des cellules qui vont se transformer en ostéoblastes et le périos va former justement un cal qui sera un cal mou, un cal qui sera bon, les littératures ne s'entendent pas bien. Certaines disent que c'est du fibrocartilage qui va devenir du cartilage. D'autres disent que non, c'est directement du cartilage. Mais toujours est-il que
on va avoir soit du fibrocartilage, soit du cartilage, et ça vous donne un cal mou. Donc, nous avons deux types de cal mou. Un cal interne, un cal mou, c'est du côté de l'endos, du côté de la moelle osseuse. Ok, donc vous allez avoir un cal interne. Ok, et vous avez un cal externe. Ok, et on vous dit que dans ce cas-là, si vous avez un facteur qui va inhiber la néoangiogénèse, telle que une personne qui fume beaucoup, ça peut retarder la formation du cal et ça peut aller aussi jusqu'à la pseudarthrose. Vous imaginez, vous donnez des anti-inflammatoires sur un patient qui est fumeur, si l'os peut pseudarthroser plus facilement qu'un autre, par exemple une fracture de l'humérus, le méros pseudarthrose plus facilement. Le deuxième os à pseudarthroser aussi, c'est le tibia. Donc, un patient qui est fumeur et qui reçoit des anti-inflammatoires lorsque son tibia ou son numérus est cassé, on peut penser que ça va augmenter les risques des risques de pseudarthrose. Donc, deuxième phase, c'est la phase de cal mou. Alors, quelle va être la clinique? Donc, c'est un patient qui arrive avec une notion de traumatisme, de choc, au niveau de son membre. Et on va remarquer que cette personne-là, il y a la douleur va diminuer, et la mobilité du foyer va diminuer aussi. Et quand on va palper le foyer, on va trouver une augmentation de volume qui vous montre le cal. Je ne conseille pas pour une fracture fraîche de palper, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, parce que la palpation d'une fracture fraîche, ça fait mal, c'est très douloureux, et il ne faut pas faire mal au patient. Ok? Mais lorsque nous sommes au stade de cal mou, on peut le palper. D'ailleurs, vous allez sentir le cal sous les doigts. Vous allez sentir cette augmentation de volume. Et en faisant une petite manipulation douce, on va voir que le foyer de fracture conserve une petite mobilité. Donc, si vous avez une petite déformation, vous pouvez toujours agir dans la phase de cal mou. Avant-dernière phase, le cal dur. Le cal dur, c'est rien d'extraordinaire. C'est tout simplement que cette partie qui était cartilagineuse, si toutes les conditions pour avoir une bonne consolidation sont présentes, c'est-à-dire des micro-mouvements pour le cal périosté, si vous avez une plaque vissée, que c'est bien rigide, tout et tout. Donc, si toutes les conditions sont bonnes pour le cal périosté, pour la consolidation, à ce moment-là, que va faire l'os? L'os automatiquement va calcifier son cal. Ok? Il va minéraliser, une minéralisation de poche en poche. Et à ce moment-là, et c'est à ce moment-là seulement que le cal sera visible à la radiographie. Lors de la formation du cal mou, le cal n'est pas visible à la radiographie. Alors, au niveau quand on met une plaque vissée, on peut avoir aussi une ossification qu'on appelle une ossification ostéonale per primam. Ok, ça veut dire que c'est comme l'ossification va se faire à peu près comme celle que nous avons lorsque un enfant qui vient de naître, ok, et qu'il a au niveau des fontanelles, nous avons une ossification des fontanelles. Donc, on peut retrouver ce même processus aux environs, au niveau de l'os. Et c'est une réduction d'os à os. Et à ce moment-là, cet os qui est reconstruit ne va pas passer par les différentes phases de cal mou, de cal dur. Et il sera d'emblée aversien, comme on verra, pour le remodelage. Donc ça, c'est le cal dur. Et le cal dur est automatiquement, il devient visible à la radiographie. J'ai pris une photo pour vous montrer. Le cal dur, surtout si c'est un cal périosté, donc le cal va se former autour de la fracture. Mais il faut se rappeler que la radiographie, ce sont des rayons qui traversent l'os. Ainsi, pour voir si l'os a consolidé, vous devez regarder au niveau des corticales. Vous voyez là, on voit qu'au niveau des corticales,
que l'os a bien consolidé. Donc c'est une très bonne consolidation, mais comme ici, dans ce cas-là, nous n'avons pas eu un contact serré, un contact anatomique des bouts osseux, automatiquement, on va retrouver le trait de fracture. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous devez bien expliquer au patient que même si le trait de fracture est visible, c'est un os qui a très bien consolidé. Vous voyez la grosseur du cal périosté qui a très bien consolidé et qui est solide. Parce que des fois, quand le patient voit ça, il dit « Ah, doc, pied pas, pied, soit pas prendre. » Non, au contraire. Ça, vous regardez ici, vous voyez bien le cal. Et vous voyez la partie visible, c'est-à-dire le cal qui est déjà ossifié. Mais tout autour, vous avez un cal encore beaucoup plus gros, qui est le cal cartilagineux, qui ne se voit pas à la radiographie, parce qu'on se rappelle que le cartilage ne se voit pas à la radiographie. Donc, la clinique, nous n'avons pas de douleur, nous n'avons plus de mobilité du foyer. Et en plus, la personne a un os qui peut reprendre sa fonctionnalité. La personne peut utiliser son os. Dernière phase, enfin, et puis on va terminer là, c'est le remodelage osseux. Dans le remodelage osseux, l'os qui était cassé va reprendre sa structure primaire. Mais le remodelage se fait beaucoup plus facilement que l'individu est jeune. À ce moment-là, le remodelage se fait très bien. Si vous cassez le pied et que vous avez 6 ans, quand vous allez avoir 15 ans ou bien même à 10 ans, on ne va même pas, alors quand je parle du pied, je parle de la jambe, on ne va même pas voir où se trouvait cette fracture. Mais si vous cassez la jambe à 22 ans, ok, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, on verra, ah là, il y a eu un os qui a été cassé. Parce que plus la personne est jeune et plus le remodelage est bien fait. C'est en partie logique parce que les enfants étant des personnes qui tombent facilement et qui peuvent se casser facilement, les enfants ont donc une bonne récupération osseuse. Donc mieux vaut vous casser la jambe 2 fois pendant que vous êtes jeune que vous casser la jambe 1 fois lorsque vous avez dépassé la cinquantaine. Parce que à partir de 50 ans, okay, le temps de consolidation augmente. C'est pour ça que il y aurait même dit que Zogan Moun pas prend. En fin de compte, Zogan Moun il prend, mais il prend temps pour le prendre. Et le remodelage osseux ne se fait pas aussi bien à partir d'un certain âge. Alors, voilà, c'est terminé. Et donc, nous avons vu la consolidation osseuse. Si la situation du pays ne s'améliore pas, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour continuer avec les différentes les autres sections que nous allons voir pour la fracture, c'est-à-dire on va voir les atteintes des tissus mous dans lequel nous avons un syndrome qui est assez embêtant qu'on appelle le syndrome de Loge. Et on continuera avec les autres complications à court, moyen et long terme. Donc, je remercie tout le monde et je vous dis peut-être à la semaine prochaine.